What's up, tout le monde? Je sais pas comment commencer une vidéo en français. Ouais, je me suis dit qu'étant donné que mon dernier vidéo était, c'était plus un podcast que d'autres choses, je me suis dit que ce serait une bonne idée de peut-être les faire en français aussi, ou du moins en franglais, ou quelque chose comme ça. Parce que, tu sais, je voulais mettre mes vidéos en français pendant un certain temps, du moins faire une deuxième version en français. Mais je suis quand même limité en temps, puis c'est aussi le fait que juste faire un voice-over en français puis mettre ça sur la vidéo, ça marche pas vraiment parce que je suis pas capable de fitter ce que je dis en français sur sur le laps de temps. T'sais, exemple, je fais une partie pour le lancer du joueur en question. Si je l'ai fait en anglais puis ça durait 2 minutes, puis là je fais la même chose en français, mais ça a duré 1 minute 15 ou 1 minute 30, ben là, il y a comme 30 secondes de clips qui servent plus à rien. Puis je veux pas commencer à éditer 2 vidéos parce que ça devient juste trop. Mais si un podcast en tant que tel, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas rien. Fait que je peux probablement juste répéter ce que j'ai dit en anglais puis le dire en français ou en semi-français en tout cas. Puis quand même réussir à rejoindre la communauté du hockey francophone de Montréal et des alentours et du Québec en général. Fait que c'est ça, je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire, puis en même temps, ben, je vais pouvoir voir avec les stats, s'il y a du monde qui écoute ou s'il y a personne qui écoute. S'il y a personne qui écoute, ben, je vais arrêter ça. Puis s'il y a du monde qui écoute, ben, je vais continuer. Hein, c'est assez simple. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, avant de commencer, une chose que je pense qui est importante de comprendre, c'est que ma vie en tant que telle se passe en franglais. Okay? Tout le monde autour de moi, à part mes parents sont francophones, et ainsi de suite, mon frère est francophone. Mais ma vie, tout le reste de ma vie se passe en anglais. Fait que je suis très, très, très franglais. Dans le fond, je suis rendu pourri en anglais, pourri en français. Fait qu'il faut accepter le fait que c'est ça. Ça va être moitié-moitié, OK? Dans le fond, tous les termes de hockey que je connais, c'est majoritairement en anglais. Fait que je vais essayer de prendre mon temps, je vais essayer de parler le mieux que je peux, puis d'utiliser le plus de termes francophones possible, parce que sinon, ça sert à rien de faire une version francophone si je peux parler juste en anglais. Mais ça se peut qu'il y ait des morceaux, des bouts du podcast de ce que je dis qui ne fonctionnent juste pas en français parce que je suis pas capable de trouver le mot, puis je veux pas passer une demi-heure à faire avant de trouver le mot, puis de vous perdre. Je pense que c'est comprenable quand même. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tout ça pour dire qu'en commençant, on va commencer avec le numéro 32. Puis le numéro 32, donnez-moi 30 secondes que je me rentre dans ma liste, c'est Charlie Illick. Je viens juste de le faire en anglais, puis j'ai complètement oublié où ce que j'étais. Alright, mais première des choses avec Charlie Illick, c'est un défenseur défensif. Okay? C'est pas un défenseur qui va amener basically là, aucune production en offense. Il a une bonne première passe, il est capable de patiner puis de se séparer de la pression qui arrive vers lui dans la zone défensive puis d'envoyer une passe quand même relativement précise en utilisant c'est ça, dans le fond, une passe précise. Sauf que c'est pas un joueur qui amène quoi que ce soit en offense. Un joueur, un coup qui a passé la ligne bleue offensive, tout ce qu'il va faire, c'est envoyer des passes simples au joueur le plus proche de lui. C'est pas un joueur qui va regarder à gauche, envoyer la puck à droite. C'est un joueur qui va regarder à droite, envoyer la puck à droite. C'est simple de voir. Puis défensivement, des fois ça va très bien, des fois ça va moyen. Puis quand je dis moyen, c'est parce que je reste poli. J'aime pas être trop négatif envers les joueurs. Là. J'essaie de faire quelque chose qui est quand même relativement positif là, dans ma vie. Fait que c'est ça. Fait que quand ça va moyen, il est perdu. Okay? Il va un peu n'importe où, puis il précipite. Précipite, ça se dit-tu? Il précipite. Il précipite chacun ses gestes, puis il envoie les pucks n'importe où, il fait des turnovers dans sa propre zone, puis il est juste comme, il a l'air stressé, puis il fait absolument rien. Mais quand ça va bien, il est très physique, puis il est très quand même mobile là, de reculons. Ben, il est très mobile dans toutes les directions, mais il est très mobile de reculons. Fait qu'il est capable de jouer très physiquement contre... comment on dit ça, le rush en français? À étudier pour plus tard. Aujourd'hui, ça va être le rush. Fait il est très physique contre le rush, il est très physique dans sa zone, il pine les joueurs sur la bande, puis il les empêche de bouger, il est overwhelmed. Comme je disais, ça va être franglais. Fait que c'est ça dans le fond, pour Charlie Illick. Okay? Défenseur, défensif. Je suis pas sûr que c'est le type de joueur que je prendrais dans ma première ronde, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un certain point cette année où il y a une drop dans le talent qui fait en sorte que
tes joueurs, tu sais, comme mettons de 27 à 32, là, sont moyens là, pour la première ronde, mais il faut que tu aies 32 joueurs pareil dans une liste de première ronde, right? Fait que Charlie Elick est là. Mais je serais pas trop heureux d'avoir Charlie Elick comme choix dans la première ronde. Mais peu importe, il y a du monde qui peut l'avoir d'une façon différente parce que je sais qu'il y a plein de monde qui l'ont dans leur top. Pas 15, là, mais dans leur top 20, là, je sais qu'il y a du monde qui l'ont dans leur top 20. Fait que, il y a ça. Numéro 31, c'est Cole Hudson, puis le frère de Lane pour les Habs fans. Je sais que vous en avez déjà entendu parler de toute façon. Là. C'est un joueur que j'avais justement dans mon top 10 préliminaire avant que la saison commence. Puis j'avais dit comme quoi j'étais sûr qu'elle allait avoir une saison historique. Puis que Bing Bang Balaboom, il allait péter des records. Mais ça n'a pas marché comme ça. Pas du tout. Mais pas du tout. Là. Je veux dire, sa production offensive est quand même très bonne. Une chose aussi que je vais expliquer là, pendant que je fais ça, là, c'est de la façon que j'ai fait mon setup en ce moment, là, j'ai comme déplacé mes affaires, fait que j'ai pas accès aux stats des joueurs en même temps que j'enregistre. Là. Faut que je veux voir dans le fond mon programme d'enregistrement, fait que j'ai pas accès aux stats, fait que je suis obligé de rester vague un petit peu. Éventuellement, je vais mieux arranger mes affaires, puis je vais avoir accès à plein de choses, puis je vais pouvoir déblatérer sur le sujet plus en profondeur, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça, puis il faut vivre avec. Cole Hudson, comme je disais, je l'avais dans mon top 10 avant la saison commence, puis je pensais qu'elle allait avoir une très bonne saison. J'avais même dit, je pense, saison historique avec des record-breaking puis tout le kit, mais c'est pas arrivé. Il y a quand même une très bonne saison, là, la production étant quand même très là. En termes de ce qu'il a l'air comme joueur, il ressemble beaucoup à Lane Hudson. Hein, dans la façon qu'il joue, là, c'est quelqu'un qui veut créer beaucoup de fake là, avec ses yeux, ses épaules, ses patins, ses mains. Tu sais, comme je disais avec Charlie Elick, s'il regarde à droite, il va passer à droite. Ben, Cole Hudson, c'est exactement le contraire. Là. S'il regarde à droite, c'est parce qu'il passe à gauche ou il s'en va à gauche. Puis aussi un meilleur patineur que Lane, fait qu'il est capable de justement créer un espace en regardant à droite ou en fakeant avec ses épaules à droite, peu importe, puis jumper dans l'espace qu'il a créé à gauche pour pouvoir envoyer une passe ou faire un tir sur le but en tant que tel. Fait que... c'est ça, fait que c'est un meilleur patineur, mais je pense pas qu'il est aussi bon que son frère pour créer justement les espaces. Tu sais, quand tu regardes Lane Hudson, la façon qu'il bouge, il est tellement léger sur ses patins, il est tellement vite avec ses mains, puis sa tête, puis ses épaules, puis ses yeux, que tu sais jamais dans quelle direction il s'en va, mais c'est jamais dans la direction dans laquelle il regarde. C'est simple, là, c'est jamais là. Mais en même temps, quand il le fait devant toi, c'est dur de réagir parce qu'il le fait à vitesse lumière. Son frère fait la même chose, mais comme divisé par deux, son eux. C'est juste pas aussi bon. Puis comme je dis, c'est un meilleur patineur, mais je pense pas que c'est un meilleur défendeur. Il est plus physique, mais je pense que son frère est meilleur comme plus intelligent défensivement. Il se place mieux dans les lignes de passe. Il sait qu'il est pas capable de défendre le rush aussi bon. Parce qu'évidemment, il n'y a pas le même patin arrière, puis le pivot est quand même, il laisse à désirer. Sauf que ouais, en tout cas, tout ça pour dire que Cole Hudson, OK, je trouve pas qu'il défend si bien que ça. Puis même s'il se met un peu comme un maringouin, dans le fond, là, il se met dans. Il se met dans ton espace, puis il essaie de prendre la puck en étant dans ton espace, puis en jouant super proche de toi. Ça marche pas super bien. Il se fait quand même passer très facilement, puis il se fait pousser très facilement parce que c'est un gars de 5 pieds 10, right? Fait qu'il peut pas. Veux pas, il est facile à tasser, là. C'est le même que c'est. OK? Ça peut pas rien faire. Fait que, c'est ça. Numéro 31, Cole Hudson. Numéro 30, j'ai un de mes joueurs que j'aime beaucoup, Tanner Howe. C'est un autre joueur que j'avais dans mon top 10 préliminaire. Fait qu'on peut voir que ça va pas très bien, mon top 10 préliminaire. 31 30 back-à-back, c'est moyen. Sauf que Tanner Howe, c'est un gars qui est. C'est un autre gars qui est pas super gros. OK? Il est comme 5 pieds 11, si je me trompe pas. 5 pieds 10, 5 pieds 11, quelque chose dans ce coin-là. C'est un bon patineur, mais c'est un gars qui a beaucoup de hargne ou de compete, comme qu'est-ce que je disais dans la version anglophone. C'est... Quand je pourrais dire... C'est tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Okay? Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, que ce soit durant la transition, c'est un gars qui va tout faire à fond. Okay? Puis sa production, c'est quelque chose que j'avais peur. J'avais peur que sa production à plante, dans le fond, là, quand que Bedard est parti à Chicago. C'est pas arrivé, dans le fond. Il a réussi à maintenir sa production, puis il est tout seul. Il n'y a plus personne avec lui. Là. C'est le Tanner Howe Show. Okay? Fait que le fait qu'il garde d'avoir une production qui est similaire à des joueurs comme Brandon Yeager
où Jaeger Furcus, dans son année de production, dans son année de draft, avec personne avec lui, je trouve ça quand même phénoménal. Puis le fait que, tu sais, c'est pas un gars qui est super, super skill. C'est pas comme si tu le regardes, tu fais comme, ça n'a aucun sens, ce gars-là, il est bourré de skill. C'est pas le cas, mais il travaille tellement fort, puis il se positionne tellement à la bonne place. Puis vu que c'est un gars intelligent, il est toujours positionné à la bonne place. Il crée des espaces vides sur la glace avec son jeu, puis il est capable d'envoyer la puck dans l'espace vide qu'il a créé pour qu'un de ses teammates, un de ses coéquipiers, soit capable d'aller prendre la puck, puis faire quelque chose avec. OK? Là, je regarde ça aller, je suis rendu à 10 minutes, j'ai fait 3 joueurs. C'est encore pire que la version anglaise. Faut que j'arrête de parler des fois. Bon, anyway. Numéro 29, Leo Salin-Wallenius. Un joueur qui est plus incliné offensivement qu'incliné défensivement. Une autre chose que je voulais dire pendant que je fais ça. Tu sais, dans le fond, je me suis écrit comme des bullet points, là, évidemment, parce que je peux pas passer à travers 32 joueurs sans bullet points. Mon cerveau, il va juste... il va devenir du jus. Fait que je me mets des bullet points, sauf que mes bullet points sont tous en anglais, parce qu'évidemment, à la base, le podcast était en anglais, fait que puis la majorité de mon audience, là, j'imagine, est anglophone, ou du moins, je sais pas, mais je pense. Fait que je lis mes bullet points en anglais, puis je les traduis dans ma tête, puis après ça, je vous les dis en français. Fait que s'il y a du lag, des fois, je suis en train de laguer, c'est normal, OK? C'est pas... c'est juste parce que je suis en train de traduire dans ma tête, là, puis j'essaie de comprendre ce que j'ai écrit, parce que c'est ça. Fait que... Ouais, c'est ça. OK, on continue. Fait que je parlais de quoi, là? Je parlais de Leo Salin-Wallenius. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un joueur qui est beaucoup plus incliné offensivement que défensivement, comme je viens juste de dire. C'est un très bon patineur, puis c'est un joueur qui a des bonnes mains aussi. Fait que à la ligne bleue, il est vraiment bon pour... Quand on dit ça, walk the line... probablement pas marcher la ligne, là, mais en tout cas, tu sais, bouger sur la ligne bleue pour créer des espaces, créer des lignes de tir puis des lignes de passe, dans le fond, là, plus simple. Dans le fond, quand je pourrais dire, tu marches à la gauche, tu crées des espaces, admettons, entre le défenseur qui est proche de toi et celui qui est plus proche de son net pour envoyer une passe du côté droite. Fait que c'est juste, il est très bon pour faire ça dans sa zone. En tant que tel, défensivement, c'est un problème. OK, je dirais, défensivement, il n'est pas très bon à peu importe. Okay? Que ce soit défendre le rush, que ce soit défendre dans sa zone, que ce soit défendre le cycle. Il n'y a pas grand-chose qui fait de bien de ce côté-là. Fait que comme je disais dans la version anglaise, là, je ne suis pas sûr que le côté offensif est assez bon pour prendre le dessus sur le côté défensif, sauf que quand c'est un joueur de 17-18 ans dans son année de repêchage, ils viennent tous avec des problèmes, ils viennent tous avec des points d'interrogation, on ne sait jamais. Ce joueur-là, tu prends celui qui a le plus de potentiel à tes yeux, puis tu regardes tu regardes les défauts, puis tu dis, est-ce que c'est des défauts qui se corrigent avec le coaching? Est-ce que c'est des défauts qui se corrigent avec plusieurs répétitions, des centaines, des milliers de répétitions, puis juste de l'expérience, puis de la maturité? Puis si la réponse est oui, t'es mieux de prendre quelqu'un justement qui a un potentiel offensif puis qui peut travailler sur sa game défensivement que de prendre un gars qui est juste défensif puis il n'y a rien à donner offensivement parce que l'offensive est beaucoup plus dur à apprendre que la défensive en tant que telle. Fait que c'est pour ça que, comme je dis, je vais mettre un gars comme Leo Salin-Wallenius qui est pas capable de défendre à 29, puis je vais mettre un Charlie Elick à 32 parce que même si c'est un meilleur défenseur, puis il est plus physique, puis il est plus gros, puis les deux patinent aussi bien, puis tout le kit, offensivement, il n'y a rien, à moins de, je sais pas, une explosion l'année prochaine, quelque chose comme ça, mais je serais quand même vraiment surpris, là, mais peu importe. Fait que Leo Salin-Wallenius, bon défenseur, il est bon offensivement, il est bon pour marcher sur la ligne, il est très bon pour envoyer la puck au net aussi, là, il ouvre des espaces, puis il tire la puck, puis il est bon pour l'envoyer comme... Quand je pourrais dire, même s'il y a des joueurs, puis il y a des jambes, puis il y a des bâtons, il l'envoie sur le net, il est très bon pour faire ça. Fait que, puis il n'a pas peur non plus de bouger up and down. Il va aller dans l'enclave haute, si on veut, dans le fond, là, pour envoyer son tir. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'un bon tir. pour rendre ça simple, là, c'est ça, un bon tir. Fait que, numéro 29, Leo Salin-Wallenius. Non, Leo Salin-Wallenius. Jesus, ça va bien. Alright. Numéro 28, Henry Muse.
Je l'aime bien. C'est ça mon explication de Henry Mills. Je l'aime bien, c'est un joueur que je trouve qui a beaucoup de potentiel offensivement, puis un peu comme Léo Salomonius, défensivement, c'est un peu un problème, puis je me pose la même question. Est-ce que la qualité offensive est assez bonne pour dans le fond, les défauts défensifs, si on veut? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Sauf que écoute, le potentiel offensif de Henry Muse est quand même très bon. Là. Puis quand tu regardes jouer, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme deux Henry Muse. Il y a le premier où Henry Muse est capable de s'activer à la ligne bleue, puis qui est capable de faire des premières passes qui sont genre on the tape, et il est capable de faire des breakouts là, vraiment comme soit qu'il peut la patiner lui-même, soit qu'il fait une passe, soit qu'il fait à mi-chemin puis il fait une autre passe, mais il est très bon pour sortir de la zone puis évader la pression, si on veut. Mais c'est ça, fait quand il est dans sa game, il défend bien, au moins contre le rush, il défend quand même bien. Offensivement, il bouge partout dans la zone, puis il est bon, il fait des bonnes passes, il a une bonne vision, il fait semblant d'aller quelque part, il l'envoie à l'autre côté. Fait que c'est un gars qui est vraiment comme une bonne tête ses épaules offensivement, puis défensivement, il est aussi capable, sauf qu'il y a aussi des games où est-ce que là tu te dis comme ça marche pas. En vrai, ça marche pas partout. Puis pas nécessairement offensivement, mais plus défensivement. Là, il n'y a rien qui fonctionne. Il est pas capable de défendre le rush, il n'est pas capable de défendre le cycle, il n'est pas capable de défendre quand ils sont installés dans sa zone. Il se met pas dans les lignes de passe, il ne met pas dans les lignes de tir. Dans le fond, il ne sert plus à rien, dans le fond, parce qu'il est juste complètement éliminé du jeu jusqu'à temps que quelqu'un il redonne la rondelle pour qu'il puisse lancer la relance, dans le fond. Là. Fait que, je pense qu'il déserve son spot dans la première ronde, mais c'est encore un point d'interrogation. Jusqu'à ce point-là, jusqu'à numéro 28 à Henry Muse, là, c'est point d'interrogation par-dessus point d'interrogation par-dessus point d'interrogation. OK? Fait que, je veux dire, si une équipe repêche Henry Muse à numéro 28, c'est quand même potable comme choix. Là, tu ne seras pas emballé, tu ne seras pas sauté au plafond, sauf que c'est potable. Mettons, le Canadien, il repêche un joueur offensif en début de première ronde, puis après ça, avec leur choix, je sais pas moi, mettons qu'il finit à 30, leur choix, une affaire comme ça qu'ils ont reçu de Winnipeg, puis ils se ramassent avec Henry Muse, un défenseur droitier avec caractère offensif. Je veux dire, je ne vais pas chialer, là. Je vais quand même être content, mais c'est ça. All right? Fait qu'on passe au prochain. Numéro 27, Tarek Persak. C'est un joueur qui fait tout très bien. OK? Mais c'est pas un joueur nécessairement qui, quand je peux dire, tu sais, dans le fond, ce qui ressort le plus quand tu regardes Tarek Persak, c'est son habilité à se placer aux bons endroits, à être intelligent sur la glace. Hein. C'est un bon passeur, mais c'est pas nécessairement sa qualité première. C'est un bon tireur, mais c'est pas comme si c'est un Cole Eiserman non plus. Hein. C'est juste qu'il est capable de reconnaître qu'il y a un espace libre qui va se créer, admettons, dans l'enclave, puis il va se déplacer là, puis il va se faire oublier, il va recevoir la puck, puis il va faire un catch and release. Là. Ça, j'ai aucune idée comment dire ça en français, là, mais tu sais, il va catch la puck, puis release la puck en un instant, dans un mouvement qui est bien smooth, puis ça y va fort, puis ça y va avec précision, puis c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde aussi que j'ai vu qui parle là, comme quoi, Tarek Persak, c'est un peu comme le produit de Riley Heidt puis Cohen Zimmer. C'est pas vraiment le cas. First, parce qu'à 5 contre 5, il joue pas vraiment avec eux autres. Puis, je veux dire, il joue avec Zach Funk. Puis aussi, il produit pas nécessairement plus qu'il faut sur le power play. Là, comme Zach Funk, il y a 20 buts ou quelque chose comme ça, 20, 21, 22 buts sur le power play. Puis Tarek Persak, il en a genre 6. Fait que c'est pas quelqu'un qui a besoin du power play pour devenir un joueur ultra offensif. C'est quelqu'un qui est juste capable de créer offensivement à 5 contre 5, puis il le fait très bien en étant aux bons endroits, que ce soit pour rediriger une petite passe rapide ou que ce soit pour prendre un tir. Sa qualité première, c'est se rendre aux bons endroits puis de tirer à partir de là ou de faire un jeu à partir de là. Fait que Tarek Persak, c'est pas mal ça. C'était quoi ça? C'était le numéro 27. Fait qu'on passe au numéro 28. 28? Non, numéro 26. Numéro 26, excuse-moi. Faut juste que j'aille dans ma liste parce que là, j'avais tout mélangé mes affaires. Numéro 32. Non, numéro 26. Ça va être beau, ça, dans un podcast.
All right. Numéro 26, Beckett Seneca. C'est un joueur que j'adore, mais c'est un joueur qui a un problème qui est assez évident. Là, dans le fond, là, quand tu le regardes, là, il veut tout faire tout seul. Okay? C'est un joueur qui, peu importe, là, lui, il y a un mur, il va passer à travers le mur tout seul, même s'il y a un espace à gauche, puis tu peux juste faire une passe à gauche, le joueur il passe, puis voici, voilà. Lui, dans le fond, en termes de skill, il est super skilled, très talentueux. Okay? Ses mains sont incroyables. Je pense que c'est dans les meilleurs du draft. Là. Puis définitivement là, dans le top 5 du draft là, pour ce qui est de la qualité de ses mains. C'est un joueur qui patine bien. C'est pas le plus rapide puis le plus agile, tout mais c'est un gars de 6 pieds 2 qui patine bien. Tu pourrais dire que c'est soit dans la moyenne ou peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne. Fait que tu prends ça en considération avec ses mains, puis sa qualité de passeur, puis sa vision. Puis définitivement, là, t'as tout un joueur. Là. Fait que s'il met tout ça ensemble, s'il réussit à. Tu sais, en anglais, il y a une expression, t'as les tools, puis t'as le box. Si tu réussis à mettre les tools dans le box, t'as un vrai joueur. Bon, ben c'est la même chose dans le fond là, avec lui. Fait que si tu réussis à mettre les outils dans le bois, dans le bois, t'as outils, ben tu vas avoir un vrai joueur. Ben c'est un peu ça avec lui, c'est que dans le fond, il y a toutes les skills pour se rendre là, sauf qu'en ce moment, il n'est pas capable de les mettre dans la boîte. Il n'est pas capable de fermer la boîte, dans le fond. Là. Il veut, comme je disais, il veut tout faire tout seul. Fait que, il va attaquer un premier joueur, il va se mettre la puck entre les jambes, puis passer à travers le joueur. Après ça, il va en attaquer un deuxième, va mettre la puck en dessous de son stick, va partir à droite, puis après ça, il en attaque un troisième. Au lieu de faire un petit give and go, puis passer à travers deux joueurs d'un coup, il aime mieux comme tous les attaquer un à un par lui-même avec ses mains. Puis il a les mains pour le faire, là, sauf que dans la LNH, c'est un monde différent. Là. C'est plus le junior canadien. Là. Fait que les défenseurs, first, tu peux pas passer à côté d'eux autres comme si de rien n'était. Là. Ils vont juste te pousser puis c'est fini. Là, puis ils vont prendre ta puck. Fait que faut que tu sois solide sur ta puck. Puis quand tu es toujours en train de dangler, là, quand on dit en train de déjouer des joueurs, tu as besoin d'avoir les mains comme soft, si on veut, dans le fond, pendant que tu es en train de déjouer un joueur. Fait que c'est facile là, de juste stick-check ton bâton puis de ramasser la puck puis on repart de l'autre côté. Là. Fait que tu peux pas toujours être en train de faire ça. Il faut que tu utilises tes coéquipiers. Il faut que tu passes pour faire des give and go ou au moins envoyer la puck un petit peu plus loin puis tu repositionnes puis tu reprends la puck puis tu la renvoies. Alors, s'il y a juste toujours toi qui essaie de rentrer dans la zone puis de déjouer tous les joueurs, ça fonctionne pas dans la NHL. Ça marche dans le junior canadien, puis c'est impressionnant parce que même si tu regardes dans la game des top prospects là, qui a joué il y a une couple de semaines, c'était un des joueurs qui ressortait le plus là, avec ses mains. Là, j'ai des clips où il a comme ramassé la puck sous le bout de son bâton, puis il l'a ramené vers lui, puis il a réussi à faire une passe dans leur clave, puis pourtant, il y avait genre comme deux joueurs sur lui, dans sa face. Là. Fait que, il est impressionnant de ce côté-là, sauf qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'utilisation de ses coéquipiers, dans sa prise de décision. OK? Mon Dieu, je m'en viens bon. C'est ça. Beckett Seneca, numéro 26. Laissez-moi 30 secondes descendre au prochain. Numéro 25, Emil Hemming. Un joueur que j'avais adoré cet été au Linka Gretzky. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il était partout. Il était partout sur la glace. Puis, selon moi, c'était le meilleur joueur dans l'équipe de la Finlande, dans le fond. Là, c'était vraiment le meilleur joueur. C'est quand même un gros gars. Là, c'est un gars qui a un frame de 6 pieds 2. Puis c'est pas le plus pesant en tant que tel, là, mais il y a encore de l'espace pour grandir là-dedans, tout le kit. Mais c'est un gars avec un frame de 6 pieds 2 qui patine bien, qui a des bonnes mains, qui a un tir foudroyant. Je m'amuse en français. Là. C'est plus facile, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, comme je disais, c'est un bon patineur. C'est pas un excellent patineur. C'est pas un gars qui est capable de déborder le monde par l'extérieur puis de couper vers le net par après. Là. C'est vraiment plus un gars qui est capable de se diriger dans une pocket of space. Là. C'est un gars qui est capable de se diriger. S'il y a un espace qui se crée, un espace libre sur la patinoire, il est capable de se diriger là rapidement, dans le fond, là, puis d'aller prendre son tir là. Puis étant donné qu'il a un super bon tir, puis qu'il y a aussi des bonnes mains où il est capable justement de garder la puck hors de portée dans le fond du monde qui essaie de le poker, si on veut. Là. Puis il est capable de faire un tir rapide. Puis son tir, là, il est toujours, là, je sais pas comment dire ça en français, mais il est hard and heavy. Là, il est pesant. Là, c'est pas c'est pas juste un tir avec une vélocité rapide puis de la précision. Là. C'est le genre de tir que
quand il tire, les goalers, là, ils échappent ce tir-là. Tu sais, un peu, tu regardes Matthews, là, puis je dis pas pantoute qu'il a le même tir que Matthews, là, mais Matthews, son tir, là, il est impossible à maîtriser pour les goalers. Okay, c'est simple. C'est pas juste qu'il est ultra précis, puis c'est pas juste que sa release est genre la meilleure qui existe sur la planète. C'est aussi le fait que son tir est tellement vite puis tellement pesant que même si tu as réussi à l'arrêter, admettons, là, en faisant le chicken wing, là, puis est pris en ton corps puis ton bras droit ou ton bras gauche, là, ben, tu finis par l'échapper ou elle passe pareil parce que le tir était juste trop pesant. Ben, c'est pas mal ça, dans le fond, avec Emil Hemming, mais tu sais, divisé par 15, admettons, là, parce que Matthews, c'est quelque chose d'autre, là. Mais, c'est ça. Fait qu'Emil Hemming est capable de se mettre aux endroits pour tirer, puis il est capable de tirer même quand il y a du trafic, là. Il est excellent pour faire ça. Une chose que je me demande, c'est que vu qu'il n'y a pas de production, mais genre comme pas de production du tout, pas du tout, là, mais sa production est vraiment pas impressionnante là, dans la Liga. Là. Je me demande, est-ce que c'est la même chose que, mettons, Brad Lambert ou Altonen, mettons, là, dans la Liga? T'sais, souvent, il y a des joueurs finlandais qui ont de la misère dans la Liga, même à la limite, le Juraj Slavkovski, là, on voit qu'est-ce qu'il est en train de devenir en ce moment avec le Canadien, mais sa production, là, c'est une production de... C'était vraiment pas bon, là. Mais tu pouvais voir avec les outils qu'il y avait, puis le gabarit qu'il y avait, puis tout ce qu'il y avait dans le fond, là, tu pouvais voir que c'est un joueur qui allait devenir meilleur que ça. Sauf que c'est ça. Est-ce que Hemming, c'est un peu ça, ou est-ce qu'il y a de la misère à produire dans la Liga parce que c'est une ligue plate, puis c'est une ligue qui est super défensive, puis il n'est pas capable de produire là-dedans, il y a de la misère à jouer contre des hommes à son âge, ça se peut très bien. Est-ce que tu l'envoies dans la Ligue canadienne demain matin, puis il se met à produire comme Brad Lambert qui a fait, ou tu te mets à produire comme Altonen qui fait des buts, puis qui est capable d'arrêter de faire des buts? Je ne sais pas. Est-ce que ça, je pense que ça l'aurait aidé, évidemment, là. Mais ils vont pas le remettre dans la Ligue junior de la Finlande. Ça fait pas de sens. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai d'autres choses à dire? Non. Pas d'autres bullet points. En tout cas, je pense pas. Fait que c'est ça. Emil Hemming, numéro 25. C'est un joueur que j'aime bien gros en passant. Je pense pas que je l'ai dit dans la version anglophone, là, mais c'est un joueur que pas qu'il est impressionnant à regarder jouer, là. C'est parce que c'est pas vrai qu'il est impressionnant. Mais c'est un joueur que tu vois qui a des qualités NHL. Là. C'est un joueur que tu vois que s'il réussit à mettre au moins quelques outils dans la boîte, là, ça va bien aller. OK. Alright. Numéro 24, Aaron Kiviarju. C'est un joueur que j'avais laissé en dehors de mon top 10 préliminaire avant que la saison commence parce que je trouvais que sa game était pas dans la game. Non, c'est pas vrai. Je trouvais que sa game, elle matchait pas le niveau de hype qui avait été créé en l'entour de lui. Ça fait des années. Là, si tu suis beaucoup le draft, ben ça fait des années que tu entends parler de Aaron Kiviarju. Si tu joues à NHL 2024 ou peu importe, OK, mais Kiviarju, il est dans ton jeu depuis comme 4 ans. OK? Fait que, c'est un joueur, ça fait longtemps qu'il est connu, puis ça fait longtemps qu'on voit venir. Puis dans son draft -2, il y a 1 point par match au championnat mondial des sous 18 ans. C'est même comme ça, je sais pas, U18s. Puis l'année passée, dans son draft -1, il était à plus qu'1 point par match dans les sous 18 ans. Puis ça, en tant que défenseur. Fait que tu sais, c'est le pedigree, dans le fond, de Kiviarju, ce qu'il a réussi à créer à travers les années, c'est la raison pour laquelle il est encore dans la première ronde. Parce que la réalité est que depuis l'année passée, en dehors du U18, il n'a pas été impressionnant. Là. Dans la Liga, c'était pas nécessairement beau à voir, là, mais c'est normal qu'un défenseur de 5 pieds 10, un défenseur qui, oui, est un bon patineur, mais sans être un excellent patineur à la Quinn Hughes ou peu importe, il y avait de la misère là, défensivement, puis même offensivement, là, c'était pas nécessairement très, très clean, admettons. Là, fait que c'est ça. Fait que le pedigree qu'il a réussi à créer à travers les années est la raison pour laquelle je l'ai encore dans mon top 25, parce que s'il revient de sa blessure, puis, je sais pas, 50% de la promesse de ce qu'il promettait, ben c'est un joueur top 10.
Ça. Fait que s'il revient et il est 25% de ce que la promesse était, ben c'est un top 25. Ben, c'est ça. Mais tiens, encore là, c'est un joueur de petit gabarit, c'est un joueur qui est un bon patineur, qui est très fluide, qui est très nimble, là, je sais pas comment dire ça, mais comme léger sur ses patins, un peu à la Lane Hudson, si on veut. Là. C'est ça, c'est un joueur de ce type-là. Est-ce que tu veux ça dans le top 10, dans le top 15? Je suis pas sûr. Là. Tu comprends? C'est ça. S'il avait prouvé dans les 2 dernières années comme quoi il était encore excellent offensivement puis que ça avait marché dans la Liga puis tout le guide, là, c'est sûr que c'est différent, c'est un autre game, mais tu sais, quand t'as 5 pieds 10, t'es un bon patineur sans être un excellent patineur puis t'as eu de la misère partout ce que t'es allé, sauf les sous-18. Ça regarde moins bien. OK? Mais comme je dis, même si je me répète pour la 4e fois, le pedigree qu'il a créé à travers les années est tellement bon qu'il mérite d'être dans le top 25. Alright? C'est compris? Et voilà. On passe au prochain. Numéro 23, Sacha Boisvert. C'en est un autre que s'il prend tous ses outils, il les met dans la boîte, puis il réussit à fermer la boîte, ça va être un vrai joueur. Là. Sacha Boisvert, c'est un joueur first qui a un bon gabarit. Là. Il est encore très mince. Pas mince, genre léger. Je sais pas, là, mais en tout cas, il y a de l'espace pour grandir, admettons. C'est ça que je veux dire. OK, je sais, si tu mince, si tu léger, je sais pas comment dire ça, là, mais il y a de l'espace pour grandir. C'est un gars qui a son hockey sense, son hockey sense. En tout cas, je sais pas comment dire, peut-être que je vais le trouver tantôt. Son hockey sense, son tir, sa vitesse, son gabarit, c'est tous des outils de la LNH. C'est tous des outils qui se transposent très bien dans la LNH puis qui sont à un très bon niveau. Fait que, tu sais, comme je disais, s'il réussit à prendre ça, mettre ça dans la boîte, fermer la boîte, là, t'as tout un joueur. Là. J'ai vu du monde qui disent comme quoi il n'est pas assez compétitif dans la façon qu'il joue, puis dans la façon qu'il joue. Wow. Dans la façon qu'il joue. Mais je disagree. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Dans le sens que moi, en tout cas, les parties que je l'ai vues, il était pas mal partout, toujours positionné dans le milieu, entre le cercle des mises en jeu. Défensivement, il track back, il faisait son back check, il appliquait de la pression par en arrière pour envoyer le joueur dans le défenseur. Fait que, tu sais, moi, de mon côté à moi, là, je voyais vraiment aucun problème en termes de compétition. Peut-être que c'est pas quelque chose qui est, quand je pourrais dire quelque chose, peut-être qu'il y a besoin de consistent, être plus consistant. Il me semble que consistant, ça veut dire autre chose. En tout cas, peu importe. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire de toute façon. Fait que peut-être qu'il y a besoin d'être plus consistant dans la façon qu'il compétitionne dans le hockey, mais en tant que tel, moi, les parties que j'ai vues, il était excellent. Puis comme je te dis, avec les tools qu'il a, avec les outils qu'il a, il peut faire vraiment un bon joueur. Puis en termes de production, je sais que sa production n'est pas comme numéro 1, là. Mais dans le fond, ça donne une production qui est similaire à des joueurs comme Shane Pinto, Matthew Nyes ou Trevor Moore à LA. Si tu te ramasses avec un Shane Pinto ou un Matthew Nyes, là, on s'entend que tu n'as pas eu un coup de circuit là, à comme 23 ou peu importe, là, c'est le numéro 1. Là. Shane Pinto, il fait partie du core de Ottawa, puis Matthew Nyes, il faut faire partie du core. Peut-être pas du core parce que leur core est juste comme tellement explosif, là, mais c'est un joueur qui est unique en son sens. Là, un gros joueur qui est capable justement là, de gagner ses batailles, d'aller se battre sa bande, d'aller se battre d'un coin, ramasser la puck, l'amener du périmètre jusque dans le milieu, puis de faire ses tirs, puis scorer là, puis c'est un bon passeur. C'est un gars qui peut tout faire avec un gros gabarit. Fait que si tu te ramasses avec un gars comme ça, avec Sacha Boisvert, comme 22, 23, 24, 25, là, ça coche, comme on dit. Là. Ouais, fait que... c'est ça. Je pense qu'en termes d'upside, là, Sacha Boisvert, c'est... middle six, top six, un gars qui peut jouer sa 3e ou sa 2e, là, qui peut se promener un peu. Je pense pas vraiment qu'il y a quand je pourrais dire qu'il y a comme les outils pour être un joueur de première ligne en tant que tel, là, mais je pense que top 6, là, c'est quand même raisonnable. Là, en tout cas, c'est ça. Il y a un bon tir, il y a un bon hockey sens, il y a un bon sens du hockey, puis il y a un bon frame, bonne vitesse. Let's go, Sacha. Numéro 22. Excusez-moi si je ris trop, là. Ça me fait rire de le faire en français. J'étais un peu comme quasiment inconfortable de le faire en français quand ça fait 2 ans que je fais des vidéos en anglais.
Mais... ouais, ça me rend heureux en même temps. Alright, let's go. Numéro 22, Andrew Basha. Ouais. Ça, là, c'est le gars que j'ai entendu le plus. Puis je sais même pas où c'est que j'ai vu ça, mais il y a plein de monde là, que j'ai vu ou que j'ai lu ou que j'ai parlé là, qui me disent que comme quoi c'est le produit de Caden Lindstrom. Là. Puis c'est tellement pas vrai parce que Caden Lindstrom n'est pas le produit de Andrew Basha, mais les deux se complètent à la merveille parce qu'Andrew Basha, c'est comme le redistributeur hors pair dans l'équipe. Là. Ben, hors pair, c'est sûr que tu as Gavin McKenna dans l'équipe, là, fait que c'est lui le redistributeur hors pair, le plus élite qu'il y a dans toute l'équipe. Là. Mais, je veux dire, c'est... Quand je pourrais dire, c'est... Comme je disais dans la version anglaise, c'est comme le Perrault de cette année. Tu sais, Perrault, l'année passée, c'est un gars qui, évidemment, il est bourré de skill, puis c'est pas nécessairement un excellent patineur, c'est pas un gars qui avait le plus gros frame, puis toutes ces affaires-là. Sauf que c'est un joueur que si tu le mets dans un trio avec des joueurs qui sont compétents, il est tellement bon pour créer des jeux rapidement, il est tellement bon pour prendre une décision à toute vitesse puis de juste redistribuer la rondelle. T'sais, il la reçoit puis il est déjà parti, là, elle a à peine touché son bâton. Là. Puis là, il l'a redistribué de l'autre côté puis il y a un but qui s'est marqué. Ben, c'est un peu ça, Andrew Basha. Il est capable de... T'sais, avant de recevoir la rondelle, il sait déjà exactement où qu'elle s'en va. C'est pas lui qui va avoir créé le jeu de toutes pièces en général. T'sais, oui, il est capable de le faire peut-être au niveau de la Ligue canadienne, mais est-ce qu'il peut le faire au niveau de la LNH? Je ne sais pas. Il y a même du monde qui doutait de Perrault l'année passée, puis Perrault il est en train de tout péter. Là. Fait que, je sais pas. Peut-être que Basha, c'est la même chose. Sauf que c'est un excellent redistributeur. Au lieu de dire un excellent distributeur, c'est un excellent redistributeur ou un félicitateur. Un autre mot que je sais pas si ça existe. En anglais, j'ai dit felicitator ou en tout cas. C'est ça qui est ça. Hein? C'est ça, puis c'est un gars aussi qui a pas peur d'aller jouer dans le trafic, puis c'est pas un gars qui va être dérangé par les contacts. Alors, il est capable de bien manier la rondelle lui colle un peu sur son bâton si on veut, là, mais dans le sens que s'il joue dans le trafic puis des petits checks, un petit coup de bâton, un petit coup d'épaule, un petit coup d'un genre, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, il va pas perdre la rondelle, pour autant il va pas perdre le contrôle. Il est pas dérangé de ce côté-là. C'est un joueur qui est quand même... sans être fait solide, sans être gros, il est juste pas dérangé par le contact. Je sais pas comment le dire, autre que de la façon que je viens de le dire, là, mais c'est ça. Okay. En défense, je veux dire, il track back, il fait son back check, il applique sa pression, il fait son travail. Puis en tant qu'ailier, je veux dire, c'est quand même limité ce que tu as à faire en termes de défense. Fait que, honnêtement, c'est... Écoute, il est bon. Je l'aime beaucoup. Tu te ramasses avec Andrew Basha à numéro 22, là... je sais pas, là, moi je serais content pas à peu près. C'est ça. Puis là, après le numéro 22, ben, c'est le numéro 21. Puis ça, c'est un peu comme une erreur, si on veut. Comme j'expliquais dans la version anglaise, c'est que quand j'ai créé mon ranking, c'est pas une erreur en tant que tel, parce que Adam Jiricek, OK, à numéro 21, c'est quand même un bon... C'est quand même bon, là. C'est juste que c'était pas voulu. Dans le sens que je me suis tellement concentré sur d'autres joueurs, puis je me suis tellement concentré à faire une liste. Pas à faire une liste qui fait du sens, mais dans le sens, je me suis concentré à faire ma liste, puis vraiment comme... Tu sais, des fois, tu te bats pour, mettons, la position 17 puis la position 16, puis t'es comme, ah là, lequel que j'aimerais mieux mettre à 16, lequel qui est le meilleur des deux. Puis tu te bats dans ta tête pour ça. En tout cas, moi, je fais ça, là, je me bats dans ma tête pour une position de 17 à 16, mais pourtant, ça l'a... C'est tellement pas relevant, là. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, ça... C'est pas grave là, qu'il soit 16 ou qu'il soit 17, là. En réalité, c'est un tier, si on veut, dans le fond. Fait que Adam Jiricek, dans le fond, là, c'est... c'était pas voulu qu'il soit à numéro 21, mais c'est un gars qui devrait être là quand même, là, tu sais, mettons 25 ou 26, une affaire comme ça. C'est juste que je l'ai oublié à numéro 21. Okay? Mais peu importe, c'est un gars, je pense que, comme je disais dans la version anglaise, je pense qu'il ride un peu sur le nom de son frère. Tu sais, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait vraiment dans la Ligue nationale, là, rider sur le nom de ton frère, là, mais c'est un peu ça, selon moi, là, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été très, très bon. Là. Moi, je l'ai aimé beaucoup l'année passée. Je pense que c'était au U18 que je l'avais vu, là, puis... je pense que c'est ça, je suis plus trop sûr, ou sinon c'est peut-être le Linka. En tout cas, il y en a un des deux là, qui était vraiment là, il était vraiment, vraiment bon, mais tu sais, depuis ce temps-là, c'était
ça a diminué. Tu sais, first, il y a rien produit offensivement là, dans la Ligue tchèque. Là, on s'entend, là, c'est nada. Mais sinon, en dehors de ça, c'est sûr que tu prends ses outils, puis tu regardes ça, tu dis, OK, bon, le gars, c'est un défenseur, droitier, 6 pieds 2, patine quand même très bien là, dans toutes les directions, là, que ce soit mobilité latérale, mobilité arrière, mobilité avant, ça va très bien de tous ces côtés-là. Fait que c'est un gars qui a beaucoup de... Qui a beaucoup d'outils, dans le fond, là, pour savoir, sauf qu'en même temps, c'est pas un gars qui les a mis dans la boîte. Je reviens beaucoup avec ça, là, mais je sais pas, c'est comme la meilleure façon de l'expliquer. Là. Fait que c'est un meilleur patineur que son frère. C'est un gars qui a quand même une bonne passe, du moins une bonne première passe. Il est très toolsy, dans le fond, comme on peut dire en anglais, là. Mais il l'a pas mis ensemble, puis jusqu'à date, ça va pas très bien. Puis là, il est blessé pour le reste de la saison. Fait que, tu sais, c'est dur de dire... Je vais repêcher ce gars-là dans le top 20, dans le top 25. Puis quand tu sais, je veux dire, le début de la saison, c'était vraiment comme pas bon. Puis là, tu projettes tout ce que ça va aller parce que là, tout le reste de la saison, ben, il est parti, tu sais. Fait que faut que tu prennes une gageure sur ses outils, puis that's it. Fait que Adam Juchek, numéro 21, mais comme je dis, c'est plus une erreur que d'autres choses. Là. Je voulais plus dans le coin de 25-26, mais c'est ça qui est ça. All right? Numéro 20, Ryder Ritchie. C'est un autre joueur que j'avais dans mon top 10 préliminaire là, avant que la saison commence. Puis, ben, ça n'a pas marché comme je voulais. First, c'est un gars que quand tu regardes, c'est évident qu'il est bourré de talent. C'est un gars que c'est évident qu'il a des bonnes mains, que c'est un bon patineur. Puis qui combine les deux là, très bien, justement, là, pour réussir à déjouer les joueurs. Puis à créer de l'espace sur la glace, soit pour lui, soit pour ses coéquipiers. Sauf que du même coup, il réussit pas à créer quoi que ce soit. Ben, pas il réussit pas à créer quoi que ce soit, mais la production n'est pas là. Là. Comme je dis, la façon que j'ai fait mon setup en ce moment, je peux pas voir sa production, là, mais je sais que sa production n'est pas là, parce que je l'ai lu, je l'ai vu, puis je l'ai regardé, puis okay, elle n'est pas là. Mais c'est le type de gars que tu peux justement prendre une gageure sur son talent. Tu peux dire, OK, le gars, il a tellement des bonnes mains, puis c'est tellement un patineur shifty, là, si on veut. Là. Il change de vitesse tout le temps. Tu sais jamais de quel côté il s'en va, puis il est capable de te mettre dans le trouble juste par ralentir un petit peu, puis partir de l'autre côté. Fait que il combine tellement bien ses mains et son patin pour justement créer des fakes comme ça, que tu vois qu'il y a un potentiel offensif. Puis, tu sais, c'est pas un gars nécessairement qui est gros, c'est pas un gars nécessairement qui est fort. C'est quand même relativement easy de prendre la puck là, de ses mains. Là. Sauf qu'en même temps, c'est un gars qui crée beaucoup sur le rush. Il arrive à toute vitesse, il push le pace. Je sais pas comment dire ça, mais il push le pace. Dans le fond, il arrive sur le rush, il arrive à toute vitesse, puis il utilise ses mains, puis il réussit à créer de l'espace comme ça, puis pousser les défenseurs pour créer de l'espace derrière de lui, pour que quelqu'un puisse le ramasser, dans le fond, dans le trailer, puis envoyer un tir de l'enclave. Fait que, tu sais, il est très bon de ce côté-là, sauf que ça marche pas. Fait que, tu sais, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Fait que, c'est dur de l'avoir plus haut que le top 20, mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup au début de la saison. Mais là, plus que ça avance, plus que je me dis, ouais, ça va moins bien que je pensais. Alright? Fait que c'est ça pour Ryder Ritchie à numéro 20. Fait que numéro 19, Luke Misa. Si vous avez regardé... si vous avez regardé, dans le fond, la game de la game des top prospects de la Ligue canadienne, là, il était partout sur la glace. J'ai fait comme un genre de compte-rendu. J'ai fait une vidéo en anglais, un compte-rendu de cette game-là. Mais j'étais tellement malade, tellement en fièvre, en train de mourir sur le sofa pendant que j'ai fait cette game-là, puis cette vidéo-là, que je me souviens même pas ce que j'ai dit. Tu sais, je voulais faire comme, tu sais, ceux qui se sont démarqués le plus, et ainsi de suite, puis... c'est ça. Je sais même pas si j'ai nommé Luke Misa, là, mais c'était genre un des meilleurs joueurs de toute la game, là, avec TJ Ginn et tout le kit. Là. Mais il crée tellement d'offensives avec sa vitesse que ça n'a aucun sens. OK, mais le problème, c'est que c'est ça. Luke Misa, c'est sa vitesse. C'est ça qui va faire. C'est ça qui va l'amener jusqu'à la Ligue nationale s'il réussit à s'amener à la Ligue nationale. Puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi que justement il y a tellement de disparité. Disparité dans son ranking. Dans le fond, il y a du monde qui l'ont à 60 quelque chose dans la troisième ronde, puis il y a du monde qui l'ont à 11. Je pense que c'est de Hockey News qui l'a à 11. Fait que tu sais, c'est quand t'as du monde qui veulent le prendre dans la troisième ronde, puis d'autres qui veulent le prendre à numéro 11, ça explique que
je veux pas, le joueur, il est bourré de talent. Ça se voit, il y a un futur offensif quand même intéressant. Sauf que il y a des lacunes ou il y a quelque chose qui fait en sorte que ça se peut que ça fonctionne pas non plus. Ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, un peu comme Alex Newhook pour le Canadien, il est toujours pedal to the metal. Sa vitesse, il utilise sa vitesse là, super bien, sauf qu'il l'utilise à 100% tout le temps. Tu vois? Il joue pas avec sa vitesse comme on passe de 50 à 100%, puis on ralentit à 75. Le défenseur ralentit, j'explose à 100%, puis je passe à travers. Tu vois? Ben, Luke Missa, c'est un peu ça aussi. Il joue pas vraiment avec sa vitesse. Il utilise sa vitesse à 100%, pedal to the metal, tout le temps. Okay? Puis il est capable de créer une tonne d'offensives comme ça dans la Ligue canadienne parce qu'il n'y a personne qui peut le suivre. C'est un des meilleurs patineurs de tout le draft, si non le meilleur patineur. C'est dur à dire, là, je ne les ai pas tous vus, évidemment. Là. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est un très, 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 très bon patineur. Fait que, s'il était capable de varier sa vitesse un peu plus, ça l'aiderait. Mais en ce moment, dans la Ligue nationale, dans la Ligue canadienne, ce qu'il fait, c'est que il n'y a personne qui peut le suivre. Il n'y a personne qui peut le couvrir. Fait que, lui, il explose, admettons, là, il reçoit la puck entre la ligne rouge et la ligne bleue offensive, puis il part. Il va te battre, là. Il va te battre là, par l'extérieur, puis aller au net ou whatever. Ou sinon, il te bat, puis t'essaies de le suivre à toute vitesse. Il break, il sort vite de bord, il envoie une puck au trailer, puis c'est réglé. Fait que c'est facile pour lui de créer une tonne d'offensive de ce côté-là en utilisant sa vitesse sans arrêt. Sauf que la différence entre sa vitesse à lui et la vitesse des défenseurs dans la Ligue canadienne est très grande, mais ce ne sera pas la même chose un coup qu'il va atteindre la Ligue nationale. La différence de sa vitesse et la vitesse des défenseurs qui vont le couvrir dans la Ligue nationale ne sera pas aussi grande. Est-ce qu'il va être capable de faire la même chose s'il ne joue pas avec sa vitesse, s'il n'utilise pas justement un petit peu de misdirection? Là, je ne suis pas trop sûr comment le dire en français, mais c'est ça. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'il joue avec parce que ses autres skills en tant que tel, oui, c'est un gars qui fait des bonnes passes, puis oui, c'est un gars qui a un bon tir, puis toutes ces affaires-là. Il a une bonne vision, puis il est capable de voir ce qui se passe sur la glace, il est capable de créer de l'espace pour le monde, il est capable de justement attirer des joueurs sur lui-même, créer un espace libre sur la glace, envoyer la rondelle là-dedans. Sauf la majorité de son offense vient par sa vitesse. Fait que s'il perd ce petit avantage-là, s'il perd la fraction de seconde, ben ça se peut que ça se passe moins bien. Fait qu'il va falloir qu'il apprenne à jouer avec sa vitesse pour justement créer plus d'espace puis pogner les défendeurs flat-footed. Je sais pas comment dire ça. OK? Fait que c'est ça qui est ça. Fait que tout ça pour dire, Luke Missa, numéro 19, ça coche. Numéro 18, Nikita Tavonov. Je veux dire, ce qu'il fait, c'est quand même relativement impressionnant. Là, il joue dans la KHL, puis il joue pour une équipe qui est quand même décente. Là. Puis il joue 14 minutes en moyenne de glace, plus 2 minutes comme et demie, une affaire comme ça, dans la KHL. Fait que c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours là, d'un joueur qui est dans son année de draft qui joue autant dans la KHL. Là, la production est bonne, elle ralentit, tout le kit un petit peu, mais la production est quand même là, puis il y a quand même beaucoup de temps de jeu contre des hommes. La KHL, oui, ça s'est dilué un petit peu à cause de toutes les affaires d'Ukraine et ces affaires-là, mais ça reste la KHL. Là. La KHL n'est pas tout à coup devenue la Ligue junior majeure du Québec. Là. C'est quand même une ligue professionnelle avec des très, 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 très bons joueurs. Là. Fait que, le fait qu'il est capable de se maintenir dans cette ligue-là, puis d'avoir un bon temps de jeu, puis juste de bien jouer là, c'est numéro 1. Aussi, c'est un gars que quand on regarde son talent ou ses skills ou ses outils en tant que tel, c'est un joueur qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Mais ce qui sort le plus, c'est sa compétitivité. De la façon, dans le fond, que ce soit en défense, que ce soit dans la zone neutre, que ce soit en offense, il donne tout ce qu'il a. Je dirais pas que c'est le Zach Benson là, de cette année, parce que Zach Benson, c'est comme un... C'est encore plus, là. C'est un petit peu fou. Mais
c'est un joueur dans ce style-là. C'est pas en termes de talent là, du tout, là, mais en termes de compétitivité, à quel point que pour lui, son gabarit, ça n'a pas d'importance. Là. S'il faut qu'il aille dans le coin pour aller chercher la rondelle, il s'en va dans le coin chercher la rondelle. S'il faut qu'il bloque des tirs, il bloque des tirs. S'il faut qu'il pine un joueur sa bande pour que son défenseur vienne chercher la rondelle, il va le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Lui, son gabarit n'est pas un désavantage à ses yeux en tant que tel. Comme je disais dans la version anglaise, il me fait penser un peu à Arthur Lekonen. Il est comme construit dans ce moule-là, dans le sens qu'il fait tout très bien dans les 3 zones. C'est pas un joueur que tu peux t'attendre qui va faire 60-70 points. Là. C'est pas un gars de ce style de jeu-là ou de ce style de quand je peux dire de talent-là. Sauf que c'est un gars que ton coach, il va toujours mettre sa glace dans les situations critiques. C'est un gars qui va t'aider à gagner. C'est un gars qui va tuer des pénalités. C'est un gars qui va travailler fort. Il ne va jamais être une valeur négative sur la glace. Il va toujours être une valeur positive. Puis c'est un gars justement qui va pouvoir jouer une tonne de hockey. Parce que s'il se rend à top 6, il va jouer une tonne. Ça n'a aucun sens parce qu'il va être tellement comme dependable. Je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est ça. Mais je pense que c'est plus un gars comme de 3e probablement, là, ou middle six, là, qui se balance entre la 2e et la 3e, mais qui va jouer sur le piqué, qui va jouer dans toutes les situations dangereuses et ces affaires-là. Fait que c'est ça. Nikita Artamonov, numéro 18, c'est vraiment ça. Puis numéro 17, comme je viens de le faire avec la version anglaise, dans le fond, j'arrête ça là. Même si je pensais faire, dans le fond, là, je pensais faire les 32 d'un coup. La réalité, c'est que, comme là, je suis rendu comme à 50 quelques minutes dans la version française, mais j'étais comme à 45 dans la version anglaise. Fait que, c'est beaucoup de temps. Je ne sais pas si je suis capable de maintenir l'intérêt ou si vous avez si ça vous tente de m'écouter parler sur des joueurs pendant autant de temps. Fait que, je ne sais pas si je lance un podcast d'une heure et demie, 2 heures, si vous allez écouter pendant 2 heures de temps. Allez-vous lâcher après 45 minutes? J'en ai aucune idée. Fait qu'en coupant ça de moitié, je suis capable de voir avec les statistiques que je vais avoir avec le premier, je suis capable de voir combien de temps que je garde votre intérêt. Ouais, je suis capable de mieux gager, puis à partir de là, je peux m'adapter. Puis en même temps, c'est ça. En fond, c'est juste ça. Je veux juste être capable de faire les. Je veux être capable de le faire, mais je veux être capable de bien le faire aussi. Fait que, il y a beaucoup d'améliorations, mais en même temps, il faut que je puisse voir un peu mes stats, comment ça va aller avec la première version. Mais d'une façon ou d'une autre, même s'il y a juste 2 personnes qui l'écoutent, je vais quand même sortir la 2e partie là, la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, je vais avoir un full scouting report sur un joueur, mais je vais aussi avoir, dans le fond, la 2e partie du podcast en tant que tel. Là. Fait qu'on va voir ce que ça va, cette affaire de podcast-là. Puis en passant, je pense pas que je l'ai dit, mais le but de ça, c'est qu'il y a souvent des joueurs que je veux parler, il y a souvent des rankings que je veux faire, que c'est trop dur puis que c'est trop long à faire en version vidéo. Fait que je veux les faire en version podcast. Dans le fond, le podcast va servir à, quand je peux dire, comme saupoudrer de l'information supplémentaire sur les vidéos que je fais déjà. J'abandonne pas les vidéos, c'est juste que souvent quand je veux parler d'un joueur, mais je veux pas comme construire une vidéo complète de 17 minutes qui me prend 2 semaines à construire. Je peux juste faire un podcast rapide puis c'est réglé. Fait que c'est ça. On va voir ce que ça va cette affaire-là, mais le but, c'est ça, c'est saupoudrer de l'information supplémentaire sur les vidéos que je fais déjà. Fait que pour revenir au numéro 17, Igor Chernyshov, c'est ça, c'est un autre joueur russe qui lui aussi joue dans la KHL, mais lui il jump un peu plus là, des fois là, entre la MHL et la KHL. Il fait très bien dans la MHL, dans la KHL ça va moins bien, mais aussi il joue moins de temps qu'Artamonov. Il joue comme 8 minutes, là, puis il joue pour un top team aussi, là, fait que c'est sûr que généralement un top team ne va pas te laisser jouer 20 minutes là. À 17 ans, 18 ans. Sauf que quand même 8 minutes dans un top team, c'est très bon. Puis la production va avec ça. Évidemment, là, tu joues 8 minutes, c'est dur quand même de te mettre dans la game puis de jouer full pace là, quand tu as 8 minutes pour t'adapter. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Ça vient avec. Mais sinon, c'est un gros gars qui patine bien. C'est pas un gars qui est flashy du tout, là, mais c'est un gars qui a du caractère. C'est un gars qui joue physique. C'est un gars qui joue fort, qui est pesant à sa rondelle. C'est un gars qui gagne ses batailles, qui va dans les batailles, qui va dans le coin, qui dompe la puck, qui va chercher. Tu vois, c'est ce style de joueur-là. C'est un gars qui a aussi d'autres skills. Là. Il a des très bonnes mains, il a un très bon tir. C'est un gars qui joue dans le milieu de la glace parce qu'il est toujours bien positionné pour tirer. Puis il joue avec son stick, là, sur la glace là, pour justement faire des redirections dans le milieu de la glace. Sauf que
sais, non, c'est pas juste un joueur physique, c'est pas juste un genre de power forward, si on veut. Ben oui, c'est un power forward, mais c'est un gars aussi qui a des skills. Là. C'est pas juste une brute, puis je crée du chaos là, dans le milieu de la glace. C'est un gars qui a des mains, c'est un gars qui est capable de justement là, attaquer les joueurs là, one-on-one, puis de les battre. C'est un gars qui a quand même un bon patin sans être un excellent patineur. C'est un gars qui, comme je te dis, il a un bon tir, puis c'est un gars qui est capable de lancer son tir rapidement, puis dans le trafic. Il n'y a pas besoin d'un aéroport là, pour lancer son tir, un peu comme Kotkaniemi dans le temps. Là. Lui, s'il reçoit la rondelle, il est capable de lancer tout de suite, puis il a besoin de comme un pied, puis c'est réglé. Là, puis il est envoyé quand même avec assez solide. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est un autre joueur aussi, là, un peu comme Artamonov, qui est très impliqué dans les 3 zones. Là. Il n'a pas peur de jouer défensivement, il n'a pas peur de jouer dans le trafic, il n'a pas peur de jouer ses bandes, il d'aller dans les batailles. Il fait très bien partout ce qui est sa glace. Il va jamais, comme je disais à Artamonov encore en fond, il va jamais être une valeur négative. Là. Fait que c'est ça. Puis là, j'essaie comme de presser ça, parce que je sais que mes enfants ils arrivent dans 2 minutes, puis ils vont se mettre comme à crier. Puis là, faut que je réussisse à finir ça avant les 2 minutes. Fait que c'est ça. Fait que une chose que je voulais dire aussi, c'est que si Artamonov, c'était un gars genre un Américain, un Canadien ou un Suédois, là, c'est un gars qui irait haut parce que c'est le type de joueur que la Ligue nationale aime. T'sais. C'est un gros gars là, à 6 pieds 2, son frame, il n'est pas fini d'être rempli, mais c'est un gars justement qui joue avec du power, mais qui a aussi le frame pour jouer avec du power. Puis quand tu rajoutes des skills comme ses mains, puis son patin, puis son tir là-dessus, sans qu'il soit un très grand distributeur, il est capable de faire des bonnes petites passes là, quand même, 5 à 10 pieds. C'est un gars solide, là. C'est le type de gars que les dirigeants de la Ligue nationale aiment beaucoup. Là. Fait que, je sais pas à quel point ils sont pognés sur le Russian Factor et ces affaires-là, sauf que si c'était un gars là, de l'Alberta ou du Manitoba, il serait pris là, assez vite, je pense. Là. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond. Là, comme je disais, je coupe ça au numéro 17. Fait comme ça, je fais une première partie avec 16 joueurs, je fais une deuxième partie avec 16 joueurs, je vais voir les stats, qu'est-ce que ça donne, puis tout le kit. Puis c'est ça, écoute, c'est la première fois que je faisais une vidéo ou un podcast en français, là, vidéo / podcast, peu importe. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez écouter parce que j'adorerais ça, pouvoir continuer à les faire en français. Pour vrai, c'est... Je sais pas, j'adore ça. Ma langue, tellement plus facile d'avoir une conversation dans ma langue maternelle que dans ma langue pas maternelle, surtout quand il faut que je pense, puis il faut que je pense à plein de choses dans ma tête en même temps que je parle. Là. Des fois, je me perds en anglais, tandis qu'en français, c'est fluide, mais en français. Français cassé, franglais, mais peu importe. Ouais, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis je vous vois dans le prochain. Peace.